Alors, j'ai choisi d'abord, ouais, peut-être d'abord un petit rappel ici. C'est-à-dire que, bien sûr, ce soir, on va être obligé de généraliser. Je ne vais pas parler, il n'y a pas un Américain, il n'y a pas un Français, bien sûr, ça c'est évident. Il y a des millions, enfin, il y a énormément de types d'Américains différents. Idem pour les Français. Donc, je vais être, bien sûr, porté à généraliser quelque peu. Donc, je fais déjà là un petit rappel, attention aux clichés. Vous voyez ici quelques clichés traditionnel. Alors le cliché, pour l'instant, moi, enfin pour moi, je dirais, je ne le rejette pas. Le cliché, c'est malgré tout, c'est toujours un petit morceau d'information. C'est pas quelque chose qu'il faut rejeter parce que même si c'est une très petite partie de la réalité, mais ce n'est pas inventé. Le cliché, il existe. Seulement, il est malheureusement, enfin malheureusement non, il est heureusement, je dirais même une petite partie de la réalité. Donc, je recommande toujours de ne pas le rejeter, de l'utiliser, quitte à bien sûr aller au-delà. C'est évident. On va toujours trouver le contraire du cliché. Donc c'est vrai, si vous voyez ces photos que j'ai mises là, c'est vrai que les Français, ben oui, on est comme ça un peu aussi. Les Américains, ils sont aussi comme ça, mais c'est une toute petite partie de la réalité quotidienne, bien sûr. Mais on rencontrera toujours un petit peu de ces clichés. Mais il faut donc pas trop généraliser ni exagérer, ce n'est qu'une toute petite partie. Voilà, c'est un petit rappel que je voulais faire pour bien cadrer quand même mon exposé. Sinon, alors comme je disais, je vais présenter quatre grandes axes d'approche. Le respect de la règle, alors que je vais toujours faire opposition à ce qui est plutôt américain, ce qui est plutôt français. Alors, ce qui est plutôt le respect de la règle, c'est plutôt américain, le système D que la génération souvent, enfin que nous connaissons encore. Les jeunes, j'ai remarqué les jeunes français ne savent pas trop ce que c'est que ce système D, donc je vais peut-être me mettre à l'expliquer après. Je ne sais pas quel âge vous avez. Deuxième sujet, la relation directe et informelle, donc plutôt la sauce américaine, et une relation plutôt, on va le voir, plutôt plus indirecte, plus formelle, plus réservée au départ, qui est plutôt un petit peu l'approche française de la relation. La communication, le contexte, je vous parlerai de la théorie des contextes, contexte dit faible pour les États-Unis, plutôt fort pour la France, avec une métaphore qui est donc de la noix de coco et la pêche. La perception du temps, je pense quelque chose qui nous touche tous au quotidien. Je pense que pour vous, Français qui êtes là depuis, bon, peut-être récemment ou plus longtemps aux États-Unis, c'est toujours un aspect un petit peu au quotidien qui nous touche parce qu'il faut gérer son temps par rapport au temps professionnel, par rapport au temps personnel dans la journée. Donc l'approche du temps, voilà. Et nous terminerons par, bien sûr, des questions-réponses. J'aurais moi-même des questions à vous poser aussi, d'ailleurs, puis c'est interactif, pourquoi pas. Voilà. Alors, le premier effectivement, le premier axe d'approche, c'était donc la règle et les relations. Donc, comment respectons-nous les règles? Alors, certains pays et les États-Unis en général sont quand même assez respectueux de la règle. J'ai mis à gauche ici, ce que vous voyez, la notion de contrat. Pour les Américains, ce qui compte, c'est la notion de contrat. C'est-à-dire que c'est la notion un deal is a deal. Je l'ai mis là, je répéterai. L'accent est donc mis davantage sur les règles. Donc, on respectera beaucoup plus la règle que la relation que l'on peut avoir avec la personne. Il y a un certain universalisme du respect de la règle. La confiance aussi est basée sur ces principes universalistes. Alors, le contrat, c'est très clair, c'est quelque chose qui va a une importance énorme dans la société américaine. Tout ce qui est procédure, standardisation, l'universalisme un petit peu des multinationales aussi, qui ont l'American Way of Life, toutes ces expressions-là qui sont répandues, qui sont universalisées au maximum pour des raisons commerciales et autres, bien sûr. La notion de vérité, qu'il y a there's one but one truth, you for or against us, ça aussi c'est une espèce d'approche qui a eu longtemps en politique, pas seulement en politique, mais pas seulement aux États-Unis bien sûr, mais en général, cette approche un petit peu, je dirais noir sur blanc, enfin, c'est yes or no, vous êtes, comme je disais, vous êtes pour ou contre nous, quelles que soient les circonstances. Donc là aussi, une approche assez universaliste de la vérité. There's but one truth. Et puis l'accord oral, effectivement, le deal is a deal. Je pense que ça, c'est assez important aussi. Une expression américaine enfin oui, pour moi, qui est très fortement ancrée dans la culture américaine. Et alors, par rapport à ça, plutôt à droite, plutôt l'approche française, non pas le contrat, mais le contact. C'est un peu un jeu de mots que je fais là, mais je crois que c'est un jeu de mots important pour en fait personnaliser un petit peu cette approche. Le respect de la règle, la notion de contrat très forte aux États-Unis, et en France, plutôt la notion de contact que l'on a avec la personne, avec son entourage.
Donc là, l'accent est mis davantage sur les relations. Hein. On regarde plus ce qu'on appelle le particularisme. On est plus en relation avec ce qui est autour de nous, les personnes. La confiance même de même, elle est basée sur une relation donc plus par rapport à la personne, au contexte particulier, tout en respectant la règle, mais tout en étant beaucoup plus nuancé dans son approche. Hein, cette espèce de gray, de zone grise qui est entre l'un et l'autre. Et d'où bien sûr ce qui en découle, vérité et réalité, qui varie selon le contexte, selon la personne à qui on a affaire. On sera donc plus nuancé, on s'adaptera plus à la situation. Donc beaucoup moins d'universalisme dans cette approche de la règle, du contrat. Et une évolution dynamique, hein, ce n'est pas statique, c'est très dynamique, les relations, les contextes vont évoluer. C'est ce qu'on appelle un peu le système D. Alors, je ne sais pas si système D, c'est pour tout le monde un concept connu. Hein, c'est le D de débrouillardise. On se débrouille, hein, on s'en sort un peu comme on veut. C'est-à-dire on est créatif, hein, etc. On improvise. C'est un petit peu la force des Français par rapport aux anglo-saxons en général, qui eux sont plus pour le deal. Hein, les Français sont plus pour ce système D, une approche donc plus nuancée, plus relative par rapport à l'entourage, à la situation, au contexte. Voilà. C'était la première, premier axe. Est-ce qu'il y a des questions là je regarde moi-même, ouais. Non. OK. C'est bien. Donc, je continue. Le deuxième axe, c'était... attendez. Deuxième axe, c'était donc la relation. Le relationnel, alors sur quel modèle porte-t-il? Alors là, j'ai mis quelques cartoons un peu amusants. Hein. On voit le vieux George W. Bush et puis Chirac à l'époque. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, sinon je vous lis ce que dit George W. Bush. Il dit: aux USA, nous les appelons à nouveau les French fries, parce que vous vous rappelez peut-être qu'il y avait eu, je ne sais plus pour quelle occasion, toute une mini-révolution où les Américains qui étaient fâchés contre les Français avaient voulu rebaptiser les fries. Alors, les Belges déjà revendiquent que c'est belge, donc ils avaient dit on appelait ça Belgian fries, Liberty fries. C'était aussi c'était de la guerre en Irak, quand effectivement Chirac avait refusé que la France s'aligne sur la politique américaine d'intervention en Irak. Donc les Américains avaient rebaptisé les French fries en Liberty fries, etc. Et là, on voit que Chirac n'en manque pas une, hein, en déclarant nous, en France, c'est pareil. Avant, on appelait ça une andouille. Et maintenant, on appelle ça une saucisse américaine. Voilà. Vous voyez qu'échange de bons procédés entre les deux. Hein, c'est pour moi qui vous l'apprends, ce sont deux peuples qui s'adorent et se détestent, hein, comme beaucoup d'autres peuples avec la France d'ailleurs. Et donc, j'avais mis ça un petit peu comme introduction amusante. Et puis sinon, quelque chose un peu plus sérieux, cette jeune fille sous la tour Eiffel, hein, for most French people, overtly expressing emotions, smiling all the time, and just generally being warm and fuzzy and exaggerated makes you seem insincere, maybe even stupid. C'est un petit peu le cliché que l'on a, hein, sur les Américains qui ont le big smile, etc. Bon, donc vous voyez déjà de part et d'autre, hein, il y a beaucoup d'abord de clichés, de malentendus, de mythes qui ont la vie dure. Hein. Ce sont deux cultures qui se connaissent bien sûr. On a une histoire commune. Lafayette, bien sûr, ça commence avec Lafayette, qu'on trouve dans chaque État américain. On trouve une ville ou un village qui s'appelle Lafayette. Donc ça s'est commencé par là. Et puis après, il y a eu des périodes effectivement de grand amour et de moins d'amour, hein, tout au long des siècles, selon les circonstances. Alors cette relation, je vais un petit peu là aussi la schématiser, en vous apportant un petit peu un éclairage ici un petit peu théorique, hein, la littérature sur l'interculturel. On utilise la métaphore très souvent de la pêche et de la noix de coco. Là, vous avez la pêche effectivement à droite ici, hein, la noix de coco à gauche, et puis les deux cercles qui symbolisent, schématisent un petit peu cette relation. Donc, vous avez à droite cette pêche qui est plutôt la culture américaine, c'est-à-dire que la pêche est un fruit dont la peau ne protège rien. Donc, le ver peut facilement pénétrer dans le fruit, hein, il n'y a aucune protection. Par contre, il y a ce grand domaine public qui est effectivement un petit peu la journée de travail, qui est le 9h, 5h, journée de travail traditionnelle, où beaucoup de choses sont rendues publiques, hein, dans le domaine public. La vie américaine aussi est très publique, on échange beaucoup, hein, sur les réseaux sociaux, etc. Les
oui, tout ce qui a été réseaux sociaux, inventé par les Américains surtout. Donc c'est un grand domaine public, protégé de l'extérieur pratiquement pas, mais par contre, il y a ce noyau dur hein, du fruit de la pêche, le noyau qui reste, lui, très privé, très hermétique au reste. C'est vraiment ce l'on réserve aux amis intimes, à la famille, etc. Et la noix de coco à gauche, qui, elle, effectivement, représente une approche plus longue déjà, hein, plus difficile, ça demande plus d'énergie et d'effort pour casser la protection, la croûte de la noix de coco, pour pénétrer et arriver pour boire le lait. Hein. Donc voilà un petit peu la métaphore. Et alors il y a vous pouvez remarquer que effectivement le domaine public est très petit, mais il est en contact assez rapide avec le domaine privé. Alors ça prend plus de temps, bien sûr, hein, mais une fois que l'on est dans le domaine privé, le privé et le public sont assez mélangés, alors que la pêche, il y a une différence très nette entre les deux. Et puis il y a cette danger zone, cette espèce de zone de frustration hein, lorsque l'on se parle, qu'est-ce qui est les petits tabous qu'il y a, ce que l'on déclare pratiquement en public, ce qui est beaucoup plus du domaine du privé. Alors je donne souvent comme exemple quand je suis comme ça à des séminaires internationaux, hein, j'ai un Américain John Smith, voilà, qui va dire très facilement en se présentant. Il va se présenter très ouvertement en donnant beaucoup je dirais, de renseignements personnels hein, sur sa situation maritale. Il a peut-être des enfants, son âge. Hein, il va dire I'm John Smith, I work for Microsoft in Seattle, I'm 43 years old, I'm married, I have 3 kids. Hein, c'est quelque chose qui est assez commun hein, de s'ouvrir comme ça, de mettre en public un petit peu toutes ces données. Après, vous aurez peut-être Jean Dupont qui, lui, sera beaucoup plus réservé. Il nous dira peut-être qu'il travaille pour je ne sais pas trop qui, pour Total à Paris, à la Défense. Et puis que, ben voilà, il nous dira peut-être juste ça, peut-être son âge, mais il va peut-être pas aller plus loin parce que c'est du domaine déjà beaucoup plus privé. Alors, ça provoque souvent dans des situations très triviales du quotidien, ça provoque des petits malentendus. Alors, l'Américain peut réagir en disant mais pourquoi vous n'en dites pas plus hein, why don't you say you married, etc. Et pour le français, ben non, ça reste du domaine un peu privé. Donc, on ne va pas en parler tout de suite. On va en parler plus tard, mais on ne va pas en parler tout de suite. Donc, voilà un petit peu ces pêches, cette noix de coco. Ce sont d'un côté la communication un petit peu, je dirais, oui, alors publique. Donc, aussi ce friendly, how are you today? Hein, c'est cette friendliness qu'il y a, amicale, directe, informelle de l'américain. Hein, je généralise bien sûr, mais c'est le but ici. Et puis par rapport au français, plus réservé, qui veut connaître un petit peu la personne avant de se livrer, d'en parler un peu plus. Alors, je donne souvent comme exemple, dans la période pré-Covid, hein, où je pense que vous aussi, vous voyagez beaucoup. Et là, quand on est en voyage et qu'on est à côté comme ça d'une personne dans l'avion, ça m'est souvent arrivé d'être assis à côté d'un Américain. Effectivement, il commençait très facilement à me parler, etc. Moi, j'étais plus réservé, j'avais peut-être pas envie de parler non plus. Alors, au bout d'un moment, hein, on s'ouvre aussi, mais on le voit très bien, cette espèce d'approche, cette openness qu'il y a à l'américaine, hein, qui est très, très, très agréable aussi, quelquefois un peu superficielle aussi, bien sûr. Hein. On connaît tous les moments où ils sont très, très friendly, et puis le lendemain, vous les rencontrez de nouveau, ils vous reconnaissent plus. Enfin, c'est un peu des clichés, mais comme je le disais, le cliché, il existe quand même quelque part. Donc, un petit peu une approche là très différente hein, de l'un par rapport à l'autre. Donc, de cette pêche par rapport à la noix de coco. Alors, pensez-y, la prochaine fois que vous êtes en avion ou en transport public, vous avez quelqu'un assis à côté de vous. Si c'est un vol intercontinental, c'est pour un bout de temps. Hein, vous voyez, je dirais, observez la situation. Hein, est-ce que c'est pas l'Américain peut-être qui en premier lieu va s'ouvrir à vous, va commencer à vous parler? Alors peut-être vous aussi, parce que vous êtes américanisé entre guillemets hein, par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Alors là, c'est la France et c'est les États-Unis. Ça peut être bien sûr aussi d'autres cultures. Hein. Bon, les Américains sont quand même très très peachy. Hein. Et les Asiatiques, bien sûr, sont très coconutty. Hein. Bon, les Français aussi un peu par rapport aux Américains. Donc voilà un petit peu, pour moi, la manière de représenter cette relation hein, que l'on a, le social, le relationnel entre un Américain et un Français. Voilà.
sachant qu'il y a toujours des exceptions, bien sûr. On trouvera aussi des Américains qui sont très réservés, bien sûr. C'est aussi le caractère, bien sûr, hein, introverti, extraverti. Hein. À droite, c'est plutôt le caractère extraverti, là, la personne qui parle beaucoup, et beaucoup d'elle aussi en même temps. Et puis, à gauche, c'est plutôt la personne introvertie qui parlera beaucoup moins, quoi. C'est une question de caractère aussi, bien sûr. N'oublions pas, hein. Bien sûr, tout n'est pas culturel, au contraire. Voilà. Donc, un petit peu comment je voulais caractériser cette relation. Je continue. Le contexte, la communication cette fois-ci, le contexte dit fort, le contexte dit faible. Alors c'est une théorie qui nous vient d'un anthropologue américain, E.T. Hall d'ailleurs, qui je pense est très juste, très bien observé. Il y a des cultures qu'on appelle donc à contexte fort, des langues, des cultures à contexte fort, qui... il y a quelque chose là? Non? Olivier, ça va? Oui, j'ai Non? quelques questions. J'ai Ok, regardé, t'es passé vas-y, rapidement. on y va. Une question, c'est quels sont les sujets les plus communs avec les acquaintances en France? C'est posé par quelqu'un qui n'est pas un Mhm. natif français. Donc, c'est un peu le type de conversation les plus communes Ouais. que les Américains peuvent avoir avec les Français. Pour briser la glace, hein, le sens de icebreaker. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, alors effectivement, les Américains. Alors d'abord, les Américains, c'est quoi? Par rapport, les Américains, c'est cette ouverture beaucoup plus, hein, ouverte, un public, voilà. Les Français, ça va être beaucoup plus réservé. Alors, quelles sont les ouvertures? On va parler un petit peu on peut parler du temps, hein, ça c'est souvent les choses. On peut aussi parler des problèmes du quotidien, des transports, si on est parisien, des transports, de la logistique, de son travail, mais des situations assez superficielles. Hein. Ça met beaucoup plus de temps pour devenir je dirais, plus personnel. Donc au départ, ce sont des généralités. Les icebreakers en France, c'est souvent effectivement très social, c'est très codé. Hein, je sais que dans les cocktails comme ça, il y a tout un code, tout un code de conduite. Les Américains sont beaucoup plus directs. Ils apparaissent souvent avec des questions souvent, peut-être plus personnelles. Hein, je sais que ça m'arrive. Oui, ça arrive à tout le monde. Hein, des mélanges de groupes comme ça, et on se rend compte que les Américains s'ouvrent beaucoup plus à cette espèce de pêche. Hein, tout ce qui est public pour eux, hein, ça se rend public. Je pense souvent aux réseaux sociaux. Hein, regardez, est-ce que tout ce que l'on peut mettre sur sa vie personnelle sur Facebook et autres, on peut rendre sa vie personnelle, privée personnelle si on le veut. Hein, on a encore un peu le choix, hein, mais on le voit très bien dans ce genre de situation. Alors, lorsque j'ai peut-être pas dit, quand deux pêches se superposent, vous voyez que ce sont, disons, deux Américains. Ça m'est arrivé dernièrement, d'ailleurs, dernièrement, c'était il y a quelques années, de ça, bien sûr, dans un vol, interaméricain, domestic flight, hein, d'avoir deux Américains derrière moi qui étaient en train de discuter. C'est John et Sarah, qui ne se connaissaient pas du tout, de complete strangers, qui s'étaient retrouvés assis l'un à côté de l'autre, hein, pendant un vol de 3 heures. Et j'étais étonné, émerveillé d'écouter leur conversation. Hein. J'étais en train de overhear their conversation. Et j'ai tout entendu ce qui se racontait. C'était deux inconnus qui se livraient, enfin, en public comme ça, des questions très personnelles qu'ils échangeaient, sachant qu'ils n'allaient plus se retrouver, se revoir. Donc ils se trouvaient, hein, have a good time pendant le vol, et puis parler comme ça de leur vie personnelle. Je ne pense pas que deux Français, ne se connaissant pas, s'ouvriraient comme ça à se parler, à échanger des choses, enfin, des détails souvent très personnels. Donc voilà un petit peu, hein, cette différence qu'il y a. Donc lorsque deux pêches se superposent et se rencontrent, il y a toute une conversation comme j'ai eu dans l'avion. Hein. Alors, par contre, quand deux noix de coco se superposent, ben, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Hein. Ça reste très limité. C'est juste la petite zone publique qui va servir d'échange. Ça va rester très limité. Donc, voilà en gros, hein, pour caractériser les différences. Oui, je continue. OK. Alors le contexte, et puis là, c'est la communication. On a vu là d'abord la relation, maintenant c'est la communication. Donc une étude donc, cet anthropologue américain E.T. Hall,
qui a donc schématisé les notions de contexte, en contexte fort, high context and low context. Les cultures à contexte fort, vous pouvez le voir, sont des cultures dont l'information n'est pas contenue implicitement. C'est le contexte qui va donner le message, qui va faire passer le message vraiment directement. Et dans les cultures à contexte faible, par contre, tout est exprimé explicitement. Et donc, il y a un besoin d'être explicite, d'être, je dirais, concret, hein, et ne pas laisser trop de choses à l'imagination. Hein. Donc, c'est l'explicite par rapport à l'implicite. Alors, on va voir, là, il y a une classification, on va voir que les Américains et les Français sont pas si éloignés l'un des autres, mais quand même, on va voir qu'il y a quelques différences assez importantes. Alors, je vous ai mis ça parce que je sais que vous êtes tous souvent dans la scène internationale et que vous voyagez, vous rencontrez des gens dans le monde entier et que donc ça peut être intéressant pour vous aussi, hein, d'avoir là un aperçu un petit peu de ce qu'on appelle les cultures à contexte fort, toutes les langues asiatiques, hein, toutes les langues indiennes, mais aussi le bahasa indonésien, le chinois, le japonais, etc. Puis arrive le Moyen-Orient, l'arabe et le perse. L'Amérique latine qui est un petit peu plus high context que les équivalents sur le continent espagnol-portugais. Les langues slaves, le grec aussi, le turc sont aussi comme ça un peu à mi-chemin. L'anglais britannique, hein, ne pas confondre avec l'anglais américain, hein, ils sont séparés par un océan, par la même langue. Le français entre les deux, effectivement, c'était peut-être pas tout à fait un hasard. Et puis les langues scandinaves, l'allemand, le néerlandais, le suisse allemand, etc. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, hein, le contexte fort dit plutôt en France, hein, où on est là, on voit cet orateur qui s'écoute un peu parler, hein, ça c'est très français, cette rhétorique, hein, cette manière un peu conceptuelle, pseudo-intellectuel, intellectualiste, philosophique de parler, hein, très français. Quand on a fait une grande école, bien sûr, on a appris à faire tout ça. Hein, et voilà. Et alors, ça agace souvent les gens qui sont un peu à l'opposé, qui sont plutôt contexte faible, on va le voir. Donc voilà un petit peu une caricature. Hein. Alors la communication, ce qu'elle est là-dedans, effectivement, donc plutôt indirecte. Hein, plutôt formel. Hein, on reste quand même encore assez formel en France, même s'il y a une certaine américanisation, je mets entre guillemets, de la communication, où ça devient de plus en plus informel, ouverte, directe, etc. Mais on est malgré tout encore une langue où il y a beaucoup de caractères formels, hiérarchisés, bien sûr, les titres, etc. Émotionnels, certainement, hein, nuancés, le vouvoiement qui est encore relativement de rigueur. Même si bien sûr on se tutoie de plus en plus, hein, le vouvoiement reste encore malgré tout quelque chose d'assez commun en France, dans la langue française. Donc voilà un petit peu en quelques termes le tableau, le portrait du contexte plutôt fort, tout en restant dans le domaine européen et non pas asiatique du français, hein, par rapport à l'américain, US English, hein, direct. Hein. Donc, c'est un petit peu le contre-pied de ce que j'avais dans la slide d'avant, hein, donc direct, informel, tout à fait, to the point, hein, pragmatique, pratique, assez low context, assez faible, donc le contexte assez faible, c'est l'expression qui est la plus forte là-dedans, hein, efficace, l'efficacité. Et le tutoiement, alors bien sûr en anglais, il n'y a pas de tutoiement, il y a quand même un tutoiement en anglais aussi, hein, pas grammaticalement, mais dans l'usage des mots, hein, il y a quand même le tutoiement, et on le voit quand des anglophones parlent français, que souvent ils ont beaucoup de mal à cerner, à cadrer le tutoiement et le vouvoiement, et ils tutoient les gens un peu facilement, etc. Donc il y a quand même cet aspect informel, hein, de hiérarchie plus plate, typique pour la communication aux États-Unis. Le American English. Voilà. Donc là aussi, c'est bien sûr des généralisations. On trouve toujours le contraire, mais c'est en gros un petit peu le portrait. Vous voyez, donc, tout en étant relativement ni trop faible, ni trop fort, dans la notion de contexte, il y a quand même des différences ici assez essentielles dans la manière de communiquer.
Et alors, ça fait toujours un petit peu rire ou ça agace l'un et l'autre. Hein. On est tous les deux, on trouve tous les deux, les Américains et les Français se trouvent tous les deux arrogants, mais d'une manière différente. Hein. Les Américains, c'est par rapport à leur everything bigger, hein, the biggest, the greatest, etc., etc. Hein. Ça agace un peu les gens. Everything is great, etc., etc. Et puis le français est arrogant parce qu'il se sent un petit peu meilleur que les autres, mais dans un sens plus nuancé. Hein. Il fait bande à part. On l'a vu en politique, lorsque le monde occidental suivait un petit peu Bush dans son aventure irakienne, ben, la France avait fait cavalier seul, etc. L'ONU, etc. Vous vous souvenez de tout ça certainement. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Donc l'exception culturelle très française qu'on a aussi un petit peu contre toutes les productions américaines. Donc chaque pays trouve l'autre arrogant, mais d'une autre manière. C'est une autre arrogance. Voilà. Bon, je continue, Olivier. Oui, ok. Alors, le temps, hein, ça j'ai gardé peut-être un petit peu, non pas pour la fin, mais pour la petite histoire, parce que ce sont de temps, quelque chose qui effectivement nous concerne au quotidien. Hein, on est toujours là par rapport au temps. Comment est-ce qu'il faut gérer son temps personnel, son temps professionnel? Là, il y a beaucoup à dire de ce côté-là. Et puis, il y a quand même pas mal de différences entre la France, effectivement, et les États-Unis. Là aussi, je suis obligé de généraliser. C'est sûr qu'en France, on va voir, il y a des différences aussi, entre le nord et le sud surtout. Aux États-Unis aussi, entre est et ouest, nord et sud, il y a une question. Oui, Vas-y. justement, il y a une question sur le côté Est-Ouest, les différences Oui. sur ton point précédent, entre les contextes, choses comme ça, une différence entre la côte Ouest et la côte Est. Tout à fait. Alors, côte ouest, je crois que les côtes se rejoignent un petit peu, mais c'est le centre hein, qui est très différent. Enfin, on peut discuter longtemps de ça. C'est certain que les États-Unis, vu la taille du pays, hein, je ne parle même pas des minorités ethniques et autres, je ne parle que je généralise là, mais c'est sûr qu'il y a des différences énormes. Hein. Ça, c'est clair qu'il y a des régions où ils sont encore plus directs que d'autres. Hein, ça, c'est certain. Hein, il y a l'usage de la langue, bien sûr, il y a les accents. Enfin bon, ça, c'est clair que hein, là, on peut nuancer. Là, j'ai fait le tableau, bien sûr, des deux pays. C'est sûr qu'aussi en France, on peut nuancer toutes ces choses-là. Hein. Si je regarde ce qu'il y a en France, c'est sûr que là aussi, on va pouvoir nuancer. La génération, certainement aussi, le tutoiement est beaucoup plus généralisé chez les jeunes Français, bien sûr. Moins hiérarchie, une certaine, je dirais, américanisation, si j'ose dire, de la communication de la culture française, pas que française, dans ce domaine-là. Donc, je crois que le générationnel et le régional, certainement, sont des facteurs à prendre en compte. Hein, ça, c'est clair. Hein, oui, tout à fait. Et même chose avec le temps, hein, le temps dont je vais parler. C'est certain que là aussi, alors vous avez de nouveau là deux modèles, deux oppositions, ce qu'on appelle donc le monochronique, hein, mono qui veut dire simple, et puis chronique, le grec, le temps. Donc, une approche monochronique du temps, c'est-à-dire que on appelle ça aussi une approche séquentielle ou linéaire, hein, dans une approche linéaire. J'ai mis modèle de management parce que c'est lié, la perception du temps et la manière de gérer son affaire, de manager son temps et ses affaires sont liés. Donc l'approche plutôt monochronique, donc linéaire et séquentielle que l'on a, hein, c'est 1, 2, 3, 4, la journée de 9h, 5h, on fait que ça, en gros. La réunion, un ordre du jour, on fait A, B, C, on s'en tient à A, B, C. Ça part pas dans tous les sens, c'est très structuré. Alors les mots clés là-dedans, c'est effectivement planning et puis structure, hein, pour toutes les cultures monochroniques. Alors où trouve-t-on ces cultures monochroniques? C'est effectivement tout ce qui est Amérique du Nord, en gros. Hein. Tout ce qui est Amérique du Nord, ce qu'on appelle les North Atlantic Cultures, c'est-à-dire c'est l'Amérique du Nord, et ça va on passe au-dessus du Groenland. Le Groenland, je sais pas trop, mais après on arrive en Scandinavie, pays baltes, tout ça. Nordique, pays baltes, scandinaves, toutes ces cultures monochroniques. L'Allemagne, bien sûr, la Suisse qui a inventé les horloges, hein, les montres. Donc c'est une culture très monochronique aussi. L'Allemagne aussi, les Pays-Bas aussi, très monochronique. Et on arrive après, alors en France, de l'Europe du Sud, de l'Europe méditerranéenne, un peu plus polychronique justement. Hein. Et pour ne pas parler, alors, toute l'Amérique du Sud est très polychronique, etc. L'Asie aussi, pas les Japonais, mais le reste, en gros. Donc,
polychronique, le poly, c'est plusieurs. Hein. Donc là, vous voyez, le temps n'a pas une seule ligne. Le temps est multiple. Il a au moins 2 ou 3 lignes. On fait des digressions. Vous voyez, les pointillés sont des digressions. Mais on revient à son propos malgré tout. Hein. C'est pas. Alors, les gens plutôt monochroniques trouvent ce système plutôt polychronique assez chaotique. Non, c'est beaucoup plus, disons, flexible. C'est beaucoup plus flexible. Porter son improvisation, la créativité. Dans ces cultures qu'on sait improviser beaucoup plus. Hein, donc, on ne planifie jamais trop à l'avance car on sait bien que ça va changer. Donc, la planification est réduite. Par contre, on a un très fort degré d'improvisation et de créativité. Donc, d'un côté, vous avez tout ce qui est planification, structure, et de l'autre, vous avez tout ce qui est flexibilité, hein, flexibilité, improvisation, créativité. Alors, l'un ne va pas sans l'autre parce que les deux, c'est comme pour un pendule, le pendule de l'horloge qui fait les allées et venues comme ça. C'est très important de voir, mais on commence quelque part. Alors, un Américain, plutôt, effectivement, il aurait plus tendance à être plutôt, je généralise à l'Américain, hein, à être plutôt monochronique dans son approche du temps. Un Français n'est pas extrêmement polychronique, il est moins à Lille qu'à Marseille. Hein. Marseille, la Méditerranée est beaucoup plus polychronique en général. Hein. Le nord de la France est beaucoup moins ou beaucoup plus monochronique, par exemple. Donc voilà les aspects. Je vais montrer dans quelques secondes là, les détails de ce que ça veut dire tout ça. Je voudrais en fait aussi, Eva, faire une petite digression justement sur aussi le fait que cette modèle s'applique aussi au métier. Hein, là, on voit les différences culturelles. États-Unis à gauche, France à droite, plutôt, donc États-Unis plutôt mono, France plutôt poly. Hein, mais cette schématisation, cette approche schématique du temps, modèle, et ça s'applique aussi aux métiers. Il y a des métiers qui sont plutôt monochroniques. Hein. Pensez à tout ce qui est production, tout ce qui est manufacturing, production, tout ce qui est les gens qui travaillent avec des chiffres. Alors tout ce qui est engineering, mais tout ce qui est aussi les finances. Hein, quand une approche linéaire de protocole à respecter. Si on veut aller de A à C, il faut passer par B. Hein, c'est linéaire, il n'y a pas le choix. Par rapport au métier plus polychronique, c'est par exemple la vente. Hein, la vente qui développe une approche plus polychronique puisqu'on a plusieurs clients à servir en même temps. On ne peut pas dire au client A, bah, attendez, je suis maintenant avec monsieur B. Non, le monsieur A, il veut aussi être servi. Donc, l'approche, quand on a, en gros, pour schématiser, lorsqu'on traite avec des humains, on a une approche beaucoup plus polychronique, alors que quand on traite avec des protocoles, des process, en technologie, etc., on a une approche plus monochronique. Donc, vous voyez, un exemple, c'était qu'un exemple, c'est que c'est pour ça que un chef production ne s'entendra jamais avec le chef des ventes, parce que le chef production, c'est tout linéaire, séquentiel. On fait des lignes, on standardise tout, on fait des voitures rouges uniquement. Hein, et en vente, on veut justement servir le client, donc on va avoir une voiture bleue, hein, et ça ne marche pas. Parce que le chef de production dit, non, on fait que des voitures rouges, on ne veut pas de voitures bleues. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment, dans une entreprise, ces deux pôles, ces deux oppositions se rencontrent entre tout ce qui est en production et vente. Voilà. Je reviens aux États-Unis. Hein, et à notre sujet. Alors voilà, c'est une caricature un petit peu de tout ce qui est la Réunion en France, très polychronique, plus polychronique. Alors je ne sais pas si c'est peut-être pas au quotidien comme ça, mais c'est vrai que je vois souvent les réunions en France, encore et toujours, ça, tout le monde anglo-saxon, germanique, hein, il est souvent un petit peu agacé par cette polychronie qui est en réunion lorsqu'il y a plusieurs focus, plusieurs foci, hein. Non, c'est pas seulement la réunion, mais il y a quelqu'un qui téléphone, quelqu'un d'autre qui est en train de faire son mail. Enfin, on peut voir dans les réunions internationales, on voit tout de suite les gens qui sont plutôt mono que poly, chroniques, hein, et l'un peut agacer l'autre. Les réunions à la française, effectivement, il y a beaucoup plus, il n'y a pas qu'un seul centre de contact, d'attention, il y en a plusieurs. Il y a les très français, ce sont ces entre nous. Comme ça, on dit à son voisin quelque chose qui peut avoir un rapport à la réunion, mais malgré tout, on se permet comme ça de parler à son voisin. Ça peut interrompre un petit peu le flow ou l'élan de la réunion, et ça peut agacer peut-être les autres parce qu'ils sont habitués à avoir qu'un seul focus. Hein. Donc voilà, je pense une chose qui est très, en réunion, très française, ces petits apartés comme ça avec son voisin, etc. Alors, plus en détail, ce que veut dire cette polychronie et monochronie. Alors, monochronique, c'est évidemment une seule activité à la fois.
hein. Par rapport au poli, on fait plusieurs choses. C'est vrai que dans le système américain aussi, c'est surtout le travail, c'est de 9h, 5h, bon, peu importe les horaires, mais c'est la journée, on fait surtout une chose, c'est le travail. Le reste, on fera ça après, hein. Alors que la journée de travail française, elle est beaucoup plus polie, elle est beaucoup plus mélangée. Hein, on fait souvent on peut faire des choses différentes, hein. On va faire des choses personnelles en même temps. On peut aller faire des courses, on va avoir un repas plus long, on va échanger avec quelqu'un. Enfin bon, il y a une plus grande, je dirais, une plus grande synergie, une plus grande improvisation, une plus grande flexibilité des activités. Le temps est tangible, hein, structuré, quantifiable, je l'ai dit déjà, alors que dans la police, plutôt la flexibilité, le relationnel. Là aussi, le relationnel est plus important peut-être que la règle ou que la structure. Hein, l'importance de la personne, nous là, le contact, hein, par rapport au contrat plutôt américain. Le respect des délais, hein, les délais qui sont très short, très courts dans la culture business américaine, hein, le quarter report, etc. Hein, des délais très courts et à respecter. Hein, l'importance du mot de deadline, hein, ce mot deadline qui est un terme américain des militaires, de la military, hein, le deadline, une ligne à pas traverser. Allez, au départ, c'était ça, le deadline. Après, on l'a adapté au temps. Mais cette situation, donc deadline, time is money, hein, ça montre toute cette ponctualité qu'il y a, cet aspect strict du temps par rapport à la flexibilité, hein, plus conviviale, plus, je dirais, plus personnelle, plus sociale du français. Les relations, l'importance de la relation de travail. Hein, donc le travail, c'est d'abord business first, hein, certainement, et après le reste. Et là, en France, ça peut être un peu les deux. L'un n'exclut pas l'autre. Ça peut être business first, mais ça peut aussi être une certaine convivialité. Le repas d'affaires, à la française, c'est ça. En fait, c'est business, ça c'est le repas d'affaires, mais on ne parle pas business, on parle d'autre chose. Hein, pour créer une espèce de confiance, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt le business first, hein, c'est qui passe cette approche plus pragmatique, plus généraliste du temps, hein, et des relations sociales, on l'a vu, hein, avec cette la pêche et la noix de coco. Et donc, planification, organisation, structure, les mots-clés, hein, du monochronisme, de la monochronie, et de l'autre côté, une plus grande improvisation, système D, là aussi, hein, créativité, on se débrouille, etc. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tout ce caractère latin, hein, par rapport plutôt anglo-saxon. Alors, le polychronique, je l'avais dit, on le voit beaucoup, effectivement, tout le bassin méditerranéen, les pays arabes, le Moyen-Orient, les pays arabes et l'Iran, en Asie, très fortement. L'Inde est très polychronique. Par contre, le Japon, très intéressant, beaucoup plus monochronique. Ils respectent énormément les délais, ils sont très stricts dans tout ça, hein. Les Chinois sont un petit peu les deux, ils sont malins, bien sûr, hein, les Asiatiques sont souvent malins, ils ont réussi un petit peu à le Toyota avec leur logistic chain, le just in time, très malin, hein, très intelligent comme approche, donc de réconcilier l'un et l'autre. Alors, je disais, hein, l'un ne va pas sans l'autre, c'est toujours cette notion de pendule qu'il y a. Donc, un Américain peut-être va commencer sa journée avec tout un planning, etc. Hein, et bien sûr, surtout s'il traite avec des gens plus polychroniques, il va être obligé de s'adapter, de flexibiliser son approche, etc. Hein. De même, un Indien, par exemple, qui travaille avec les Américains, il va apprendre, lui, à être beaucoup plus structuré, de manière occidentale, plus linéaire, plus séquentiel, etc. Hein, donc on apprend l'un de l'autre et on n'est jamais l'un de l'autre. C'est un départ et il faut s'adapter après à l'autre. Il faut s'adapter comme ce pendule que j'expliquais. Hein. Donc c'est pour ça. Alors la force des équipes, je dirais internationales, c'est d'avoir des gens monochroniques, hein, qui s'occupent de tout ce qui est planning, structure, etc. Et puis d'avoir aussi 2-3 bonhommes dans l'histoire, hein, qui sont plus polychroniques, qui sont plus pour l'improvisation, la créativité, hein, qui pensent peut-être plus, pas toujours en termes de structure et de délai et de planification, mais plus conceptualisant, etc. Donc il faut avoir un peu les deux, c'est la force d'une équipe internationale, multinationale, multiculturelle, d'avoir des représentants de ces deux modèles de management et de temps. Voilà. Et voilà, donc je disais un peu la France. Ouais. Mais ça, c'est une caricature, hein, comme d'habitude, c'est toujours une exagération, c'est un cliché, mais qui, comme je disais, a toujours une certaine part de vérité. Voilà.
Pour terminer, je dirais, alors je vais peut-être là aussi une recommandation générale, hein, puisque vous êtes tous certainement des gens, la plupart d'entre vous français, habitants, travaillant aux États-Unis. Donc vous avez certainement aussi eu beaucoup d'expérience à l'international. Donc je me permets là de faire une petite récapitulation, non pas uniquement France-États-Unis, mais générale. Hein. Donc les compétences internationales, oui, ce qui est pas jugé chez soi au vestiaire, hein, donc, de ne pas arriver quand on arrive dans un pays, que ce soit pour une expatriation, que ce soit pour un court séjour, business ou vacances. Hein. Laisser ses préjugés chez soi, hein, essayer d'arriver avec un esprit un peu ouvert, hein. Une certaine tolérance, une certaine empathie, bien sûr, très important l'empathie, tolérance, patience par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'autre. Hein, donc laisser son état d'esprit national chez soi. Rester soi-même, très important. On entend souvent la phrase « When in Rome, do as the Romans do ». Ça va quand on est romain et qu'on habite à Rome pour longtemps, mais autrement, je recommanderais de rester soi-même d'abord, tout en s'adaptant, bien sûr. Hein. Donc, il ne faut pas essayer on peut pas jouer le jeu, on ne peut pas être un comédien tout le temps à vouloir s'adapter complètement. Non, il faut rester soi-même, savoir qui on est d'abord, hein. Se connaître soi-même, très important. Hein. Know yourself, hein, ça commence par là, et tout en s'adaptant, alors bien sûr, au contexte qu'il y aura de part et d'autre. Et ça dans les deux sens. Hein. It takes two to tango, c'est dans les deux sens. C'est pas toujours un qui doit s'adapter à l'autre, non, c'est les deux. Communiquer de la démo, j'ai introduit la notion de contexte qui, je me semble, est importante. Donc, aller au-delà des mots, hein, sachant que le même mot ne peut pas désigner la même chose. Le mot trust, par exemple, le mot commitment, hein, qui est un mot anglais, trust, commitment, ne va pas agreement, hein, ne va pas deal. Le mot deal aussi sont des mots qui sont très utilisés dans toutes les langues, bien sûr, en anglais, et qui n'ont pas toujours le même sens, justement par rapport au contexte. Hein. Le deal is a deal. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être pas la même chose aux États-Unis qu'en France, justement. Hein. Peut-être qu'aux États-Unis, le deal is a deal, c'est accepté, c'est signé, c'est fini. Par contre, peut-être qu'en Chine, certainement, mais aussi ailleurs, le deal peut encore être revu, etc., réactualisé s'il le faut, etc. Hein, la notion de commitment, hein, être committed, c'est peut-être pas quelque chose qui est non plus dans le monde entier la même valeur, ni la même pratique. Donc là aussi, attention, hein, toujours lier ça, le mot, le lier à cette notion de contexte, justement. Apprécier les différences le plus possible, ça c'est une recommandation qui me semble logique, mais j'entends souvent des gens dans tous les pays où je vais qui me disent oui, les Français ou d'autres, hein, ils me disent oui, oh, moi, ça j'aime pas trop, je préfère ceci là. Je dis, bien sûr, mais essayez d'apprécier le plus possible de votre nouvelle culture parce que ça vous rend la vie plus facile, c'est évident. Hein. Donc plus on apprécie les différences culturelles par rapport à ton pays d'origine, dans sa nouvelle culture, plus on apprécie ces différences et plus notre vie sera facile dans ce nouvel environnement. Hein. Donc c'est ce que je recommande toujours. Je travaille beaucoup avec des étudiants, bien sûr. Je suis universitaire aussi, donc je redis ça toujours aux étudiants, hein, d'essayer d'apprécier le plus possible. Être flexible et supporter l'ambiguïté, oui, parce que l'ambiguïté, c'est quelque chose qui existe dans l'interculturel, c'est certain. Il y a toujours une notion d'ambiguïté très forte, on n'est jamais trop sûr pourquoi cette personne sourit comme ça. Hein, est-ce que c'est le big smile à l'américaine, cliché, ou si c'est parce que la personne est simplement très heureuse, ou au contraire, bon, je sais pas, est un peu trop commercial, peu importe. Hein, donc voilà. Donc, toujours supporter cette ambiguïté, être conscient de cette ambiguïté et puis garder sa flexibilité. Et puis, effectivement, garder ce sens de l'humour, hein, et relativiser. L'humour permet d'avaler beaucoup de couleuvres, si j'ose dire, hein, d'accepter beaucoup de choses, hein, avec humour. Donc, garder cela, relativiser, hein, rester soi-même et en s'adaptant. Voilà un petit peu ce que je voulais faire passer comme message final. Voilà. Donc, thank you, merci. Et alors, vous avez mon email. Si vous avez encore vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez toujours m'écrire.